Allez, on va encore faire un petit tour du monde pour ce 204e épisode des Technos. Un tour du monde qui va commencer par le Luxembourg. C'est un long tour du monde. D'un côté, avec Bruno. Et puis de l'autre, alors, dis-nous, fais-nous la carte postale, Sébastien. Où tu trouves-tu? La dernière fois, je le rappelle, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais à Koh Lanta, et pas dans l'émission télé, mais sur l'île de Koh Lanta. Cette fois-ci, là, tu as bougé un petit peu, j'ai l'impression, non? Ah bah là, c'est la rentrée des classes. Je suis à Taipei, à Taïwan. Donc, on est passé de 35 degrés bosser sur la plage à 17 degrés bosser sous la pluie. Ça fait bizarre. Ça va encore. Ça va encore, oui, par rapport au climat européen et belgo-luxembourgeois, ça va. Nous, on a eu du vent, beaucoup de vent. On a quand même eu le mois de février le plus chaud de l'histoire. C'est pas faux. Ouais, on n'en a pas beaucoup profité parce que tout le monde bosse. Donc, non. Voilà. Moi, je suis parti aussi. Voilà. Ah, ben voilà. Donc, chacun son tour. Ok. Bon, ben voilà. C'est un nouvel épisode qui commence, le 204e. Je n'ai pas relevé de courrier des auditeurs, même si quelqu'un t'avait justement interpellé. Sébastien, ça tombe bien que tu sois là, finalement. Puisque c'était par rapport à un hors-série que tu nous avais proposé il y a maintenant quelques temps de cela, avec des baguettes, pour s'entraîner, des baguettes pour batteur, quoi, pour jouer de la batterie. Quelqu'un qui se demandait si ça valait la peine, etc. T'as été clair, net, précis. Je pense que là, t'as pas fait la pub du truc, mais voilà, c'est comme ça aussi. Vous irez jeter un petit coup d'œil. Rappelle-nous le modèle en question. C'était le hors-série sur les free drums. Les free drums, c'est ça. Voilà. Et en gros, t'es pas tout à fait convaincu, donc pour avoir discuté. Ben, c'est-à-dire que. Oui, vas-y. Non, c'est-à-dire qu'ils viennent de sortir une mise à jour dans laquelle ils promettent qu'ils ont réglé leurs problèmes de latence et les problèmes de précision de l'app, etc. Mais voilà, effectivement, j'ai pas été particulièrement satisfait par la première version, donc je suis très méfiant sur la deuxième. Et je sais que Xavier a testé également un concurrent, ou en tout cas quelque chose qui s'approche et qui n'est pas convaincu non plus. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on n'a même pas été jusqu'à la production du hors-série, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à en dire sur la version existante en tout cas. J'ai oublié le nom du modèle, peu importe. On essaie de faire en sorte que quand on vous parle d'un truc, on y croit quand même un peu, ou on espère que ça va donner quelque chose, parce que si c'est juste pour démolir un produit, et le travail de gens qui font ça sérieusement et qui ont envie d'arriver à quelque chose, c'est vraiment pas notre but, donc on préfère attendre que le produit soit abouti ou en passe de lettres pour en parler dans un hors-série éventuel. C'est un peu notre manière de faire à nous. Je pense qu'on est prêt pour entamer cet abécédaire. Si vous le voulez bien, alors allons-y. On est à la lettre A. A comme avion. C'est Boeing, ça aurait pu être la lettre B. Noté. Boeing qui prépare un modèle d'avion de chasse autonome. Il ne s'agit pas vraiment d'un drone. Ou c'est un drone, ou c'est un avion sans pilote. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut en dire. Je pense qu'il y a plusieurs écoles. On va en parler, oui. On va en parler. C'est moi qui vais en parler, d'ailleurs. Oui. Non, oui, effectivement... Quand on parle d'avion autonome, c'est pas tout à fait la même chose qu'un drone. Je m'explique. Donc, et c'est peut-être ça le plus important de la news finalement, parce que tout le reste, c'est Boeing qui fait un avion. Oui. Ça, ils en font beaucoup. Ils veulent en vendre beaucoup. Ça, c'est bien pour eux. C'est très très bien. Oui. Donc, il a été présenté donc au dernier Salon des professionnels à Avalon 2019, en Australie. Donc, c'est un avion à réaction qui fait 12 mètres de long, de long, voilà. Il peut couvrir un champ d'action de 3700 km. Rien de bien spécial, sauf qu'il va aller peut-être un petit peu plus loin parce qu'il n'a pas de pilote. Il n'y a pas le poids du pilote, même si les pilotes sont peut-être un peu légers, mais il va aller un peu plus loin. Ouais. Alors, ce n'est pas un drone, parce qu'un drone, en fait, c'est un appareil qui est piloté. Par une télécommande, a priori. Même si c'est assisté par ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, mais on n'aime pas le terme, mais ça reste quelque chose de piloté. Donc, il y a une personne, généralement au sol, qui va guider les actions du drone. C'est ça. Ici, c'est un avion autonome. La différence, c'est qu'il n'est pas téléguidé. D'accord. C'est que c'est
l'intelligence artificielle, entre guillemets à nouveau, qui va piloter l'avion et qui va recevoir des ordres, a priori, d'un pilote qui est lui-même en l'air dans un autre avion. C'est un peu l'idée du concept. Donc, imaginez, un pilote de chasse, il a comme mission d'attaquer une cible à terre. Il va le faire, mais il est en même temps attaqué par d'autres chasseurs, d'autres avions. Donc, il va pouvoir dire à son collègue autonome, défends-moi, ou attaque tel avion. Après, ils n'ont pas... Oui, c'est exactement l'idée de Boeing. Et c'est là... C'est comme un chien. Oui, exactement. Mais qui vole. Qui vole. Donc, après, ils n'ont pas précisé comment va être définie la cible, de manière probablement avec un lock, comme ils le font quand ils envoient des missiles. J'espère qu'ils ne vont pas se tromper, parce que s'il dit attaque-moi ça, et l'intelligence artificielle se trompe, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Ça va être bien développé. Oui, mais bon, moi, je suis dans le feu de l'action, moi je sais pas comment appeler ça. Et elle oublie le ça et elle attaque le gars qui a dit attaque-moi. Oui, c'est ça. Ça me fait penser à un film, j'ai oublié le titre du film où effectivement il y avait où c'était une série, ou je sais plus, en tout cas c'était un scénario de fiction, parce que là on est quelque part à la limite, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un scénario de fiction où des pilotes, des vrais pilotes, vont piloter leurs avions et en même temps vont quelque part commander des binômes qui, eux, par contre, sont absolument pas humains, c'est juste des machines voilà. C'est difficile à accepter pour, je pense, un pilote d'avoir un binôme qui n'est pas humain. Le rapport de confiance doit être quand même limite, non je sais pas, Sébastien. Non, mais c'est surtout, enfin, l'armée américaine s'était pas engagée à pas utiliser les IA pour faire des machines à tuer, non? Ah, ça, c'est autre chose, c'est pas une IA. Non. Et en plus, il précise bien qu'il peut être configuré pour faire d'autres choses. Oui. Donc, c'est pas forcément pour ça. Le café, la lessive. et le fait qu'un seul pilote de chasse puisse piloter tout un escadron à lui tout seul, il n'y a pas de problème. C'est pas... Je sais pas. Ce qui me fait surtout rire dans l'histoire, c'est que pendant des années, et probablement même des décennies, Airbus et Boeing se sont tirés la bourre à essayer de faire l'avion avec le plus de passagers possible, jusqu'à la 380 où on met 800 personnes dedans. Oui. Et là, tout d'un coup, on passe à l'avion à 0 passager. Oui. Airbus qui abandonne d'ailleurs l'A380, je ne sais pas si tu as vu, ils arrêteront d'en produire en 2022, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils vont juste continuer à produire ceux qui sont commandés, mais pour le reste, c'est terminé. Donc je pense que l'avenir est aux avions sans pilote. Donc, de toute façon, maintenant, tout le monde nous dit, il ne faut surtout pas prendre l'avion, c'est pas bon pour votre empreinte carbone, etc. Donc autant envoyer des avions sans pilote. Je sais pas. Moi, quand j'ai vu cette information-là, je me suis dit, on nage en pleine science-fiction. Et alors, on voit les drames, un peu se prêter le bout de son nez. Enfin, je sais pas. Je reste pantois, peut-être comme vous, chez vous, si vous avez une opinion à partager là-dessus, ou si vous revenez sur cette série ou ce film dans lequel des vrais pilotes sont en escadrille avec des espèces de drones, appelons ça comme ça, pour le moment en tout cas. Si ça vous revient, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sébastien, pour conclure. Non, j'invite juste les gens à aller voir sur la chaîne de Last Week Tonight, donc de John Oliver. Il avait fait un épisode sur l'impact que pouvaient avoir les drones sur la perception des gens vis-à-vis des États-Unis et donc sur le développement du terrorisme. C'était particulièrement intéressant. Et là, ça fait vraiment peur parce que déjà à l'époque, le problème c'était les Reapers, donc ces fameux drones pilotés à distance, mais qui en fait amenaient la mort venue du ciel dans des endroits où c'était normalement pas possible de bombarder. Et là, avec un outil comme ça, ça démultiplie encore le phénomène, je trouve. Alors, ce qui est bizarre, et on en revient toujours à ça, c'est que plus on déshumanise la guerre, plus les gens se braquent. Comme si la guerre avait quelque chose d'humain, mais non, il faut quand même qu'il y ait un contact depuis l'homme et l'homme et qu'il se bagarre, il faut qu'il y ait un espèce de rapport humain entre deux personnes, ou sinon c'est pas vraiment la guerre, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Bref, tout ça n'est pas très joyeux, passons à la suite.
qui est beaucoup plus drôle, si j'ose dire. La lettre F comme Facebook avec une annonce, une annonce, si on peut encore appeler ça une annonce, en tout cas une déclaration de la part de Mark Zuckerberg, puisqu'il a dit tout va changer demain, ne vous inquiétez pas, tout va changer, tout va changer. C'est ça l'idée. Seb. C'est toi, c'est Bruno. Toujours moi. C'est moi qui ne suis plus sur Facebook. Oui, mais c'est ça. Du coup, il tape sur le clou. Donc voilà, j'aime bien ce genre de news qui sont simplement juste aberrantes. Donc voilà, on connaît tous les problèmes que connaît Facebook dernièrement, côté confidentialité, etc. Donc là, gros coup de pub, on va dire, pour Facebook, de la part de Mark Zuckerberg, qui dit, écoutez, voilà, on sait qu'on a fait des erreurs, mais vous inquiétez pas, Facebook va évoluer. Il va évoluer dans la direction dans laquelle vous voulez, finalement. Donc, ce que Mark Zuckerberg veut faire updater au niveau de Facebook, c'est que ça va être beaucoup plus privé, beaucoup plus sûr et beaucoup plus éphémère. C'est les 3 problèmes un peu qu'on a effectivement sur Facebook. On rappelle, c'est un réseau social, donc censé partager des informations. Donc là, l'idée, c'est de faire comme des petites pièces privées, ok. Bon, je vous rappelle qu'il y a 20 ans, en plus, il y avait les forums, les BBS, etc. C'était très privé à l'époque. Ça marchait très, très bien. Après est venu Facebook qui a tout chamboulé. Donc l'idée, c'est de refaire un petit peu ce qu'on a déjà fait avant, mais de manière privée. Plus sûr, Dixit, cryptage des données, donc en gros de bout à bout, donc pour pas qu'il y ait d'interception des messages. Je pense pas que ça soit trop le problème de Facebook. Le problème, c'était plutôt qu'on arrivait à que les informations étaient distribuées à gauche et à droite de manière licite ou illicite. C'est pas vraiment qu'il y ait eu je veux dire, si moi je suis en train d'envoyer un message à ma sœur, il y a personne que ça va intéresser généralement. Voilà, donc voilà. Mais bon. Non, et en plus, je serais tenté de dire que la seule personne qui lit le message, c'est Mark Zuckerberg. Donc, le problème, c'est lui en fait le problème. Il faut qu'il se rende compte de ça. Là, effectivement, le cryptage va résoudre ce problème-là parce que finalement, Facebook n'aurait pas accès à nos messages. Faut encore qu'il le prouve, ça, qu'ils n'ont pas accès. Parce que voilà, Facebook est censé être très sûr, on définit sa liste d'amis, c'est privé, tout est très privé. Et ben ça se retrouve quand même partout. Donc voilà, ça sert à rien de le dire si on ne le prouve pas. Comment il va pouvoir nous le prouver que c'est crypté de bout en bout? On va faire un truc du genre combien de doigts? Exactement. Une réponse. Il n'y a aucun moyen parce que ces messages sont quand même stockés quelque part, même si c'est censé être de plus en plus éphémère, mais à certains moments, ils sont stockés, ils peuvent être interceptés, en tout cas par le système même. Ça, c'est clair, ça peut pas. Il n'y a pas de magie dans l'informatique, donc ça doit être quelque part. Et si c'est crypté, ça peut être décrypté quelque part aussi. Donc, les barrières sont faites pour. Il y a quand même Sébastien, je vais laisser parler Sébastien après, je parle après moi, parce que sinon je parle trop. Il y a un moyen très simple de le prouver, ça s'appelle l'open source. C'est ce que fait Signal, et c'est le meilleur moyen pour permettre à tout le monde de vérifier que le code, effectivement, va pas s'amuser à mettre des backdoors de partout, etc., etc. Donc, est-ce qu'il ira jusque-là? Est-ce que WhatsApp n'est pas crypté ou censé WhatsApp être... est crypté de bout en bout, oui, tout à fait. C'est ça, et c'est probablement cette technologie qui va... C'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà, donc on verra bien. Et le dernier point, c'est le fait que ça doivent être des données éphémères, donc on n'est pas cette mémoire, qu'on ait accès à sa mémoire, ça c'est une chose, mais même chose, éphémère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les messages s'effacent à un certain moment, mais ils ont été stockés quelque part à un certain moment aussi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un gros coup de pub pour pour ceux qui ne connaissent rien finalement. Oui, c'est ça. Et voilà, donc un informaticien ou quelqu'un qui connaît un petit peu la technique ou qui s'y intéresse un petit peu va dire oui, mais non. Mais non. Donc voilà, moi on a mis cette news à F et effectivement on aurait dû la mettre à W à un certain moment. Pour nous, oui, comme oui mais non, pas comme l'autre. Mais c'est vraiment un coup de pub pour rassurer un petit peu le peuple, pour dire ne quittez pas Facebook parce que c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de quitter le bateau et il n'y a pas de nouveaux qui rentrent parce que les jeunes, de toute façon, Facebook c'est pas leur tasse de thé. Clairement, ça c'est de moins en moins. On sent que la confiance est rompue avec si ce n'est avec
avec Facebook, avec Mark Zuckerberg, parce qu'il figure son outil, et donc forcément, quand il parle maintenant, on est directement suspicieux, et ça va pas changer de main, quoi. Là, il est entré il a mis le doigt dans l'engrenage, et c'est foutu, à moins que demain, on le dévisse et qu'on le remplace par un autre CEO, c'est possible? Oui, c'est possible de remplacer. Ouais, c'est envisageable et ça s'est vu auparavant, hein. Personne n'imaginait que Travis Kalanick puisse être viré de Uber et pourtant c'est ce qui s'est passé vu les scandales qu'il a eu. Maintenant, je pense que Zuckerberg bénéficie d'une aura assez particulière au niveau des investisseurs et du board et ce ne sera pas demain la veille que ça va se passer. Mais moi, ce qui me dérange surtout dans ce message, c'est pas tellement ce qu'il dit, c'est surtout ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire que quand on lit vraiment en intégralité le truc, on se rend compte qu'à aucun moment, ou alors peut-être dans une phrase, il parle des publicitaires et du modèle économique qu'il a construit autour de révéler l'information à des tiers. C'est ça, oui. C'est bien beau de nous proposer de faire de l'encryption de bout en bout, des messages privés, de défendre notre vie privée, etc. Mais quid de en quoi il va faire évoluer son business model pour créer les bonnes motivations, les bons incentives, comme on dit, pour que nos informations ne soient pas partagées à tout va. Et alors, ce qui est le plus drôle, c'est qu'il parle de stockage sécurisé dans des pays qui respectent les droits de l'homme et la vie privée. Il veut parler des États-Unis, oui, c'est ça. Le pays de la NSA et de Prism. C'est un peu particulier quand même. Mais on finit par perdre confiance en tout. Je pense que c'est ressorti encore cette semaine par rapport à... Salut du chat, c'est le chat. Vous venez d'entendre oui, c'est le chat c'est Lucky, chez Bruno. Voilà, c'est pas chez moi, c'est chez lui. C'est la mascotte. Et donc, il y a encore des articles qui sont parus cette semaine et on sent qu'il y a vraiment, même de manière générale par rapport à Internet, pas uniquement par rapport au réseau social Facebook, par rapport à Internet, un gros ressentiment de la part du public, en tout cas une perte de confiance du public par rapport aux outils qui sont proposés aujourd'hui sur Internet. Est-ce qu'on a peut-être été trop loin, ces entreprises-là ont peut-être poussé le bouchon un peu loin. Et paradoxalement, ce genre de message qui se veut rassurant, mais tout en étant super ambigu et tongue-in-cheek, comme on dit en anglais, ça arrange pas le truc. Parce que quand il dit, à un moment donné, par exemple, il dit on constate qu'il y a de plus en plus d'inquiétude de la part de certaines personnes sur le fait que nos services pourraient accéder à certains messages pour des buts non avoués. Non, c'est pas ça. Tout le monde sait que tu le fais. Oui, c'est ça. Donc arrête de nous raconter des carabistouilles. Ou alors il vit sur une autre planète, quoi. Il est complètement déconnecté et il comprend plus ce qui se passe. C'est déjà arrivé, hein, des gens sont comme ça sur une autre planète et mal documentés, mal renseignés, déconnectés du monde dans lequel ils évoluent. Enfin, ça reste encore de l'ordre du possible. C'est un problème psychique. On va lancer une rumeur, il est malade. Sachez-le, gros rhume de cerveau, il est malade. Non mais c'est vrai, à un moment donné, on peut se poser ce genre de questions. Tiens, Internet bientôt 30 ans, hein. C'est bientôt l'anniversaire du web, si je ne dis pas de bêtises. Donc on en reparlera, les maladies de jeunesse sont derrière. Là maintenant, ça commence à être des maladies tout court, j'ai envie de dire. Alors que le chat fait ronron, ah non, il fait pas ronron, il a faim, je sais pas, on va passer à la lettre suivante. On va vous montrer notre lune. Ah non, c'est pas ça. c'est là. On va parler de la lune, si vous le voulez bien, puisque on sent que c'est un nouvel enjeu, hein, la lune. Manifestement, Sébastien, ça fait toujours bien dans un podcast vidéo d'avoir un chat. Ça fait de l'audience, c'est bien. Merci beaucoup. Sébastien, donc la lune, la nouvelle course à la lune, elle est lancée là, hein, on le sent bien. Voilà, donc la news qui a un peu triggeré, enfin qui a déclenché cette revue-là, c'est qu'en fait, il y a une société privée israélienne qui s'appelle Space IL, qui a envoyé sur une Falcon 9 de SpaceX le premier alunisseur, du coup, comme on peut appeler ça, privé. Donc complètement financé par des fonds privés. Alors, il y a juste sur les 90 milliards de dollars de coût de la mission, il y a 2 milliards qui ont été financés par le gouvernement israélien et tout le reste, c'est des fonds privés. Donc, c'est plutôt pas mal. Et à la base, c'était un participant, un finaliste du concours Google X Prize pour financer donc un projet comme celui-là. Et puis, bon, le projet, enfin, le concours avait été plus ou moins annulé faute de
de gagnants, puisque personne n'avait rempli les conditions dans les temps. Et eux, ils ont continué quand même. Ils sont partis sur leur lancée, c'est le cas de le dire. Et donc là, ils ont publié sur leurs réseaux sociaux un petit selfie sympathique avec la Terre en fond. Et alors que l'alunisseur est encore en route vers la Lune. Ils sont qu'à 37 000 km de la Terre. Donc voilà, c'est une image intéressante. Et surtout, voilà, encore une fois, c'est le premier alunisseur privé, mais qui intervient quelques mois après le Chang'e 4 de la Chine, qui a aussi atterri là pour le coup, enfin aluni sur le côté face cachée, c'est-à-dire le côté qui est côté soleil, enfin le côté qu'on voit pas, quoi. Ouais. Et puis à côté de ça, il y a les Indiens qui ont une mission qui va normalement alunir dans le courant de l'année, qui s'appelle Chandrayaan 4, Chandrayaan 2, pardon. Et puis, du coup, la NASA a fait aussi pas mal d'annonces en fin d'année dernière qui se sont confirmées cette année, puisque eux, ils ont carrément prévu de construire une nouvelle station spatiale autour de la Lune. Donc, l'objectif, ils appellent ça le LOPG. Ça va être de construire une station spatiale qui sera en permanence autour de la Lune et à laquelle vont pouvoir venir s'amarrer les différents modules qui voudront alunir. Et ils ont confirmé une participation au projet des Canadiens. Donc le Canada a mis, je crois, 150 millions de dollars sur la table, notamment pour le développement d'un nouveau Canadarm. Donc c'est déjà eux qui ont développé le bras articulé de la Station spatiale internationale. Et là, ils vont en faire un aussi pour la LOPG. Ce sera une espèce de module de service permanent autour de la Lune, quoi. Si on se rapporte à l'étape Apollo, hein, on se rappelle des deux vaisseaux, hein, le module de service et l'alunisseur, le LEM. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un module de service permanent qui est une sorte d'étape, entre guillemets, entre le vol vers la Lune et l'alunissage, quoi. C'est exactement ça, et qui pourra faire du ravitaillement et sur lequel on pourra peut-être avoir des pièces ou je ne sais quoi. Enfin, toujours est-il que ce sera une station orbitale. Une station service permanente. Avec des serveuses en roller skate. Pourquoi pas? Voilà. Effectivement, mais bon, pour l'instant, il faut quand même rappeler et remettre les choses dans le contexte du temps. Là, la NASA vient seulement de lancer les appels d'offres. Donc, à mon avis, on ne devrait pas voir les premiers travaux commencer effectivement au plus tôt avant 2020. Et on rappelle au passage que ça fait cette année 50 ans. On va fêter aussi les 50 ans de la première mission Apollo, donc d'Apollo 11. Et ça fera bientôt, du coup, 50 ans qu'on a posé la dernière fois le pied sur la Lune. Donc, la mission Apollo 11, tu dis la première mission, c'est la première mission ayant abouti à l'alunissage, parce qu'il y a eu d'autres missions Apollo avant, de tests, etc., et même de tests au sol. Donc, au total, d'après ce qu'on nous dit, 10, oui. Avant Apollo 11. Ce serait assez logique. Je suis même pas sûr. Non, je pense qu'ils ont sauté des numéros pour accélérer un peu à l'époque, la politique, c'était la course à la Lune, à l'époque, c'était un peu plus chaud qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est toute une question de moteur aussi, hein, d'envie et d'y aller, etc. On sent qu'il y a quand même, effectivement, quand on voit le nombre de nations qui s'y lancent et qui ont maintenant la technologie pour y parvenir, on sent que là, maintenant, il y a des choses qui vont se mettre sans doute en place aussi, côté américain, côté russe peut-être aussi, dans les années à venir. Ça pourrait aller vite quand même, hein, parce que la technologie est quand même, on va beaucoup plus vite qu'avant. Or, ils ont quand même été, quand ils ont pris la décision d'aller sur la Lune, entre le moment où la décision a été prise et le moment où ils ont été, avec les moyens de l'époque, ça a été vite quand même. Ouais. Mais là, pour le coup, la Russie, je pense qu'ils sont un peu hors course. Roscosmos, leur budget fonde comme neige au soleil. Ah oui. Et la course à la Lune là, se présente plutôt entre les États-Unis et la Chine, avec la nouveauté cette fois-ci qu'il y a effectivement pas mal d'acteurs privés. On parlait de cette boîte israélienne, mais n'oublions pas que SpaceX a aussi envisagé d'envoyer un petit Starship faire le tour de la Lune. Ça ne m'étonnerait pas que notre ami Elon Musk, avec la modestie et l'humilité qui le caractérise, modifie un petit peu le profil de la mission pour dire allez, je vais jeter un caillou tant que je suis là. Oui, c'est ça. Oui, on a Elon qui nous dit oui, je ferai ça.
Voilà, il vient de le signaler. Voilà. On me dit dans l'oreillette. On me dit dans l'oreillette, oui, allons-y, faisons ça va être bien. Et il a entendu mon idée aussi de station-service, etc. Donc, à mon avis, il va mettre des superchargeurs sur le chemin. Pourquoi pas. Bon, ok, on a fait le tour de cette news concernant la Lune. On n'a pas fini d'aller dans l'espace, ceux qui nous connaissent un petit peu, sans doute à mon avis, mais on n'en est pas encore là. M comme Momo, on a tous vu ou entendu parler de cette figure un petit peu particulière, d'un visage assez horrible, avec des cuisses de poulet, enfin c'est un truc que non. Momo a refait son apparition, manifestement Bruno, ou pas, on a comme des doutes. Voilà, exactement. Oui, Momo, pour le rappel, à la base, c'est une œuvre d'art d'un artiste japonais. C'est vrai ? Oui, japonais, qui était passé sur Facebook, qui faisait peur aux enfants. Donc, en gros, il y avait un contact qui demandait aux enfants de rajouter ces contacts comme contact permanent dans WhatsApp, puis il pouvait envoyer donc des photos, des challenges, ne pas dire surtout à son entourage qui a eu ce contact-là. Bon, voilà, très très mauvaise chose pour les enfants. Maintenant, il y a YouTube qui est en train, d'avoir apparemment ce même phénomène. Et donc, il y a eu une vidéo qui, effectivement, sur YouTube Kids d'ailleurs, plus précisément, ce qui est un peu plus grave d'ailleurs que sur YouTube, une vidéo d'un dessin animé était coupée par un petit message qui incitait les petits bambins à se tuer. Tout simplement. Une incitation au suicide, quoi. C'est une incitation au suicide, donc c'est très choquant. Du coup, les gros journaux, les sites internet ont tout de suite dit « Ah oui, c'est Momo qui est de retour ». Non, c'est pas Momo qui est de retour apparemment, ça c'est une fake news, et YouTube a d'ailleurs démenti. Il a confirmé que cette vidéo avait été bien présente sur YouTube Kids, qu'elle a été retirée, effectivement. La personne qui l'a fait remarquer, c'était très, très récemment, et ils ont quand même aussi découvert que cette vidéo était là depuis plus de 8 mois en tout cas, parce que les premières plaintes, les premières notifications, parce qu'on peut notifier YouTube qu'il y a effectivement un problème avec une vidéo. Donc ça date de plus de 8 mois. Donc ils ont quand même mis beaucoup de temps à réagir, même si eux affirment qu'ils traitent tout de suite sous 24 heures, 7 jours sur 7. Fait est qu'elle est restée 8 mois et que c'est que quand la personne a commencé à faire de la mauvaise pub pour le service YouTube Kids que YouTube s'est empressé d'enlever cette vidéo. De là à faites attention à ce qu'on vous raconte. On dit c'est Momo, non, ça c'est une fake news. Effectivement, il y a une vérité derrière, comme souvent dans les fake news, mais pas la bonne en tout cas. Ce qui nous sert en fait juste à rappeler peut-être le plus important, et ce que beaucoup de gens rappellent, c'est que finalement, qu'un service soit contrôlé, modéré ou pas, le plus important est quand même d'accompagner les jeunes à ce média. Avec n'importe quel média d'ailleurs. Ne laissez jamais, ça c'est mon avis, en tant que non-parent. J'ai pas d'enfant. Il y a une raison. Juste un chat. Il y a peut-être une raison à ça. J'ai un petit peu peur de ce monde dans lequel on vit, un petit peu, comme tout le monde. Après, il faut pas être parano non plus. Mais effectivement, si on met un enfant devant une télé, il va avoir le même genre de souci que si on met un enfant devant YouTube. Ils sont pas bêtes, les enfants. Ils vont trouver des vidéos. Et si on leur dit, va regarder, va rechercher, ils sont plus intelligents que les parents, souvent. Mais ils sont très facilement influençables et très, très facilement choquables. Et ce qui gêne le plus dans cette vidéo-là, c'est qu'elle a été visionnée par beaucoup d'enfants. YouTube a dit, voilà, on a enlevé la vidéo, le problème est réglé. Non, le problème n'est pas réglé parce que tous ces enfants qui ont vu cette vidéo-là peuvent être choqués à vie, ou dans leur enfance en tout cas, avec ces images-là. Et vont vouloir, dans un certain moment, peut-être reproduire ces actes-là. Donc, il y aurait un suivi psychologique nécessaire probablement, et YouTube ne prend pas ses responsabilités. Alors, à ce niveau-là. Que les choses soient claires, donc on est bien d'accord, l'histoire du Momo Challenge dont on a parlé juste avant, c'est une autre histoire.
Ça n'a rien à voir Tout à avec fait. cette histoire de Tout vidéo. à fait. Parce qu'on a entendu les deux. Enfin, il y a une espèce d'ambiguïté dans ce. Il y a eu un méli-mélo d'informations à un moment donné où les gens disaient non, ça n'existe pas. Si, il y a eu quelque chose. Il y a eu une vidéo interrompue par des incitations au suicide. Ça, c'est une vérité. La seule chose, c'est que ça n'a rien à voir avec l'histoire de Momo. C'est un autre truc. Donc, ne mélangeons pas les deux histoires. Et donc, on est bien d'accord, c'est ça l'idée. Alors qu'on revoit la tête de Momo, je veux dire, on n'a pas envie de s'en faire une copine quand même, hein, soyons clairs. Mais quelle horreur. Mais donc voilà, c'est tout ça pour dire que finalement, allez, ce mélange des genres, ce mélange d'idées, etc., finalement, ça a mis une news importante sur le côté en disant, mais finalement, c'est pas grave, quoi. C'est un peu ça aussi qu'on voulait dire en parlant de cette news-là, c'est que effectivement, ça n'a rien à voir avec Momo Challenge, nanana. Par contre, il y a un vrai problème avec le fait de laisser les enfants devant YouTube, même YouTube Kids, manifestement, et donc il faut garder un œil dessus, rester vigilant. Quoi qu'il arrive, quoi. C'est pas un cri d'alarme qu'on lance comme ça juste pour crier avec les loups. C'est juste parce que c'est une réalité, comme tu le disais. Ça peut être le cas devant la télévision aussi. Voilà, c'est moins le cas avec la radio. Hein. Quoique des fois, on entend de ces bêtises. Mais si vous avez des émissions talk-show le soir, c'est pas faux. Ça va très très loin. Il y en a eu. Ce n'est que de l'oral, des mots, mais les mots sont très très choquants. Enfin, moi, je peux pas trop en parler parce que, voilà, j'ai un peu bouffé grâce à ça. Mais non, pas avec ce genre d'infos, pas avec ce genre d'infos, soyons clairs. Mais voilà, je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter sur cette info momoesque. Qui n'est pas momoesque en fait. Non, rien. Bon, ok. Non. Parfait. On peut passer donc à la suite. La lettre M, une fois de plus, mais pour mot de passe, cette fois. On en a tous rêvé, soyons clairs. Depuis 30 ans, on en rêve, en fait, hein, d'un Internet sécurisé, mais sans mot de passe. Est-ce que ça va être une réalité bientôt, Sébastien? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on rappelle au passage qu'effectivement, la raison pour laquelle on utilise des mots de passe pour s'authentifier sur Internet, c'est qu'un mot de passe, c'est quelque chose qu'on sait. Et quand on parle de mécanismes de sécurité, en général, c'est une combinaison de quelque chose qu'on sait, quelque chose qu'on a ou quelque chose qu'on est. Quelque chose qu'on a, ça va être un device particulier, une clé sécurisée, quelque chose comme ça, ou une carte à puce aussi. C'est aussi pour ça qu'on utilise des cartes à puce. Ou quelque chose qu'on est, ça va être des facteurs biométriques comme votre empreinte digitale ou votre scan rétinien, par exemple. Donc, jusqu'à maintenant, on utilisait quelque chose qu'on sait, c'est-à-dire un mot de passe, comme facteur principal, et éventuellement, on utilisait un second facteur qui était soit une empreinte digitale, ou alors, le plus souvent, une application sur votre téléphone. Donc, le téléphone jouait le rôle de ce que vous avez pour faire le deuxième facteur. Ce que propose ici le W3C en collaboration avec l'alliance FIDO, c'est un nouveau standard qui s'appelle Web Authentication, et qui va permettre d'utiliser soit vos facteurs biométriques, soit des devices comme facteur principal à la place du mot de passe. Donc, en gros, vous allez pouvoir créer un compte et vous loguer sur des comptes sur Internet sans utiliser de mot de passe du tout. D'accord. Mais uniquement en remplaçant ça par, encore une fois, le Touch ID sur votre Mac ou le Face ID ou d'autres technologies comme celle-là. Et donc, ça va être standardisé par le W3C, donc ça va être intégré dans les browsers avec des API standards, évidemment, pour pouvoir être facilement intégré par les développeurs et ensuite pour que le W3C puisse certifier les différents supports. Aujourd'hui, c'est déjà supporté a priori dans Chrome, Firefox et Edge sur desktop, donc sur les OS classiques, on va dire. Même si je l'ai testé, vous pouvez aller sur webaUthn.org pour tester un peu le système. Je l'ai testé sur Chrome et Firefox et dans les deux cas, il s'est pris les pieds dans le tapis avec les petites boîtes de dialogue pour vous demander si vous êtes d'accord pour partager des trucs. Et résultat des courses, ça marchait pas du tout. Donc, c'est pas encore au point le truc. Et surtout, c'est pas supporté sur Safari iOS, donc sur mobile. Il y a, a priori, Android le supporte déjà, par contre. D'accord. Donc, il y a encore du boulot à faire, mais ça va venir. Espérons que ça encourage les fabricants, que ce soit de smartphones ou de laptops,
à intégrer de plus en plus de facteurs, de capteurs biométriques. On a vu aussi Samsung qui a innové là-dedans avec son S10 Plus, qui a un capteur ultrasonique, donc capteur d'empreinte digitale, mais sous l'écran, qui au passage marche pas tout le temps. Donc espérons quand même que quand il y aura des soucis, on pourra revenir soit à un mot de passe, soit à d'autres types de facteurs en guise de mécanisme de sécurité, quoi. Mais voilà, toujours est-il que vous pouvez aller déjà tester le système. Et alors, oui, je voulais aussi rappeler au passage que la plupart des wallets crypto hardware, donc que ce soit le Ledger ou je crois le Trésor là aussi, vous pouvez installer des applications dessus, y compris des applications d'authentification, comme les applications FIDO. Donc vous devriez normalement à terme pouvoir utiliser aussi vos wallets hardware pour faire de l'authentification en utilisant Web Authentication. Ça veut dire réellement, parce que le titre est un petit peu, allez, comment je vais dire, prometteur. Est-ce que c'est une fausse promesse ou une vraie promesse de ne plus demain avoir besoin de mots de passe? C'est une vraie promesse parce que je pense que tout le monde a bien conscience maintenant que le dilemme des mots de passe est impossible à résoudre. D'un côté, il faut qu'ils soient faciles à retenir parce que sinon, vous ne pouvez pas les utiliser. D'un autre, il faut qu'ils soient compliqués à trouver. Donc, trouver le bon équilibre entre les deux est compliqué. Donc, la bonne pratique, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme OnePassword, LastPass ou Dashlane. Très peu de gens le font, parce que très peu de gens savent comment ça fonctionne. Et alors, le plus comique que j'ai entendu, là, en ce moment, avec mes voyages, je suis en train de faire beaucoup d'évangélisation autour de ça et d'essayer d'expliquer aux gens que c'est super important de protéger leur mot de passe. Et j'ai des gens qui utilisent le même mot de passe partout et un mot de passe pourri, mais qui après me disent « Ouais, mais je ne fais pas confiance de stocker tous mes mots de passe dans le même logiciel. » C'est ça. Il y a toujours une espèce d'ambiguïté, ou alors qu'ils laissent le post-it sur l'écran, tu vois. Ouais, mais je préfère le post-it. Ah bah oui, c'est pratique le post-it, c'est bien. Vaut mieux alors à ce moment-là. Voilà, un bon système mémotechnique pour avoir des mots de passe différents, en tout cas. C'est le minimum qu'on peut souhaiter, entre guillemets, c'est d'avoir un bon petit truc pour avoir des mots de passe différents et les changer régulièrement, sans doute aussi. C'est ce qui est pas tout à fait inutile non plus pour quand même. Alors après, vous jugerez vous-même de l'importance d'avoir un mot de passe fort pour tel ou tel service ou tel, parce que bon, des fois il y a des choses, hein, on s'inscrit, on sait pas très bien pourquoi et on n'y retournera plus jamais de notre vie. Donc voilà, ça dépend un petit peu. L'usage aussi qu'on en fait maintenant, si c'est pour son compte en banque, on va faire peut-être un tout petit peu plus attention que pour d'autres choses, quoi. Mais là, effectivement, le fait de standardiser l'accès à des facteurs biométriques, c'est une très bonne solution parce que finalement, le biométrique, c'est le meilleur compromis. C'est quelque chose qu'on a toujours avec soi. Et contrairement à une carte à puce ou à une clé sécurisée ou des choses comme ça, et en même temps on n'a pas besoin de s'en souvenir, voilà, j'ai pas besoin de me souvenir de mon empreinte digitale, elle est là, donc c'est vraiment le meilleur compromis. Et donc si maintenant que les capteurs biométriques sont de plus en plus répandus, si on standardise ce genre d'interface, ils vont se répandre encore plus, et c'est une très bonne nouvelle pour la sécurité sur Internet. Maintenant, après, on peut toujours vous couper le doigt. On va avoir des trucs horribles à un moment donné. Hein. C'est pas juste un doigt, c'est les 10. Ah bah, on va lui couper les 10 doigts. C'est pas mieux de prendre les mains, carrément? Ah oui. Bon. Donc plus de mots de passe, ça va nous libérer de la place dans la tête aussi. Hein. En même temps, ça va faire un peu le ménage de ce côté-là. On est à la lettre S dans cet épisode 204. S comme SpaceX, vous en doutiez un petit peu. Hein. Il fallait qu'on en parle cette semaine. C'était mon moment où je l'ai mis sur grand écran dimanche. Tranquillou pour regarder ce qui se passait avec cette fameuse capsule Crew Dragon. Tu as suivi ça aussi, hein, Sébastien, évidemment. Évidemment, et à la fois le décollage et l'arrimage, et parce qu'il était possible de suivre l'arrimage en live. Oui. J'étais avec mon téléphone au resto, devant tout le monde se demandait ce que je faisais, mais bon voilà. Donc effectivement, SpaceX a lancé récemment la mission Demo 1, DM1, pour lancer la capsule Crew Dragon, ou Dragon V2, qui est en fait une mission de test pour leur nouvelle capsule qui est conçue pour accueillir des êtres vivants humains à l'intérieur.
parce qu'on se souvient que depuis quelques années déjà maintenant, SpaceX travaille en contrat avec la NASA pour amener du cargo jusqu'à l'ISS. Donc ils avaient développé pour ça la première capsule Dragon, mais qui n'était pas du tout adaptée aux humains parce qu'elle n'était pas pressurisée. Enfin si, elle était pressurisée, mais pas, il n'y avait pas tous les paramètres qu'il fallait pour mettre des gens dedans et les laisser en vie tant qu'à faire. Donc, ils ont développé cette deuxième version qui est carrément une refonte complète de la capsule. Et donc là, c'était le premier test. Alors pour le coup, inhabité, parce qu'ils ont d'abord mis plein de capteurs dedans. Il y avait un seul passager sur les 7 que peut normalement accueillir la capsule. C'était un crash dummy, donc un mannequin, quoi. Bardé de capteurs et oui, voilà, qu'ils ont appelé Ripley, comme le personnage dans Alien, pour ceux qui n'avaient pas compris la référence. Et aussi, dans la série SpaceX, et on n'en a rien à foutre, une petite peluche de la Terre. Et moi, j'ai trouvé l'image mignonne d'avoir une... Parce que le but de cette peluche, c'était de pouvoir détecter quand la capsule serait en apesanteur. Et donc, on avait une peluche qui flottait dans une capsule qui flottait au-dessus de la Terre. Donc, la Terre qui flotte dans la capsule, qui flotte au-dessus de la Terre. C'était mignon. L'image était belle. Donc voilà. Et pour ceux qui ont l'image, on a pu voir des photos et des vidéos aussi, évidemment, de la capsule une fois arrimée. Donc, elle s'est arrimée en mode autonome, complètement automatique. Il n'y avait pas de pilote à bord, donc forcément. Et il n'y avait pas de bras articulés non plus. Elle devait s'arrimer complètement autonome à l'ISS. Et au bout d'un certain temps, parce que forcément, ils ont dû faire tout un tas de tests, vérifier qu'il n'y avait pas eu de contamination, que tout était bien étanche, etc. Et ben, les astronautes qui sont présents pour l'instant dans l'ISS ont pu ouvrir l'écoutille, rentrer dans la capsule, faire tout un tas de tests. Et c'était assez important, parce qu'on se... En prenant des précautions, quand même, moi j'étais assez étonné de la quantité de précautions. Enfin, on peut se douter que c'est quand même une porte ouverte vers l'extérieur, ce qui n'est pas totalement l'idéal quand on se trouve dans une station spatiale en orbite autour de la Terre. Donc on fait quand même un petit peu gaffe et on se dit, bon, ben voilà, mais ils sont bardés de masques à oxygène à un moment donné, au moment de l'ouverture de l'écoutille. On se doute que c'est pour un éventuel problème de décompression ou des choses comme ça. Il y a une espèce de ventilation, un tube, enfin un tuyau, genre évacuation de votre sèche-linge qui a été porté également jusqu'à l'intérieur, sans doute pour évacuer des vapeurs toxiques ou des choses comme ça, ou pour quoi d'autre? Non. Alors, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la Station spatiale internationale, comme il n'y a pas, enfin, et dans l'espace d'une manière générale, comme il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de, je crois que c'est ce qu'on appelle la convection, où en fait, l'air ne se mélange pas naturellement. D'accord. Donc, le tuyau qu'ils ont mis après, c'était pour ventiler, une fois qu'ils avaient vérifié que l'air de la capsule était sain, ils ont pu mélanger l'air de l'ISS avec celui de la capsule, avec ce fameux ventilateur et ce fameux tuyau qu'ils ont fait circuler. Mais donc, ouais, c'était assez impressionnant. Et surtout quand, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui était sorti il n'y a pas très longtemps avec une histoire d'un microbe qui avait été ramené d'une lointaine planète, qui se retrouvait dans une station autour de la Terre et puis qui manipulait comme ça dans des conditions de sécurité absolument abominables. Quand vous comparez ça à la réalité des mecs qui mettent des masques à oxygène pour un rien, là, la réalité, c'est autre chose quand même. Et alors, moi, il y a un autre truc qui m'a étonné, je pense que, qui m'a étonné, c'est pas de l'étonnement, mais c'est quand on suit l'évolution, quand on a suivi un petit peu tout ce qui s'est passé avec Apollo, etc., c'est l'imagerie du matériel qu'on envoie dans l'espace qui a évolué. Je sais pas si c'est sans doute un truc que SpaceX apporte depuis qu'ils sont dans l'espace, c'est qu'ils redonnent envie, peut-être aux plus jeunes, de se lancer dans des études qui les amènera peut-être un jour à aller dans l'espace, parce que on est dans une imagerie qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a connu dans les films de science-fiction d'une certaine époque, mais qui sont au goût du jour, entre guillemets. On n'est pas sur des trucs un peu très techniques, très technologiques, etc. C'est plutôt design, l'intérieur. Moi, j'ai vu une petite vidéo de présentation de l'intérieur de la capsule. Des sièges sont design. La nouvelle combinaison, elle est très moderne par rapport à ce qu'on connaît, de l'imagerie globale qu'on a de l'espace depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Ça a évolué aussi, ça.
Oui, non, mais et tu fais bien de le souligner, c'est vraiment SpaceX qui apporte ça, parce que pour le coup, SpaceX n'est pas le seul à travailler sur ce genre de capsule. En face, il y a Boeing qui travaille sur son Starliner, qui a Mhm. aussi conçu du coup sa propre combinaison spatiale. Et quand on compare l'interface dans les deux et même la combinaison spatiale dans les deux, on voit bien que SpaceX a vraiment mis un gros accent sur le design et sur la simplicité. L'interface de pilotage, comme tout est autonome, c'est pratiquement que des écrans tactiles. Oui. Il y a quelques boutons d'urgence, d'évacuation, etc. en dessous, mais l'essentiel de l'interface est complètement tactile. C'est essentiellement une interface de monitoring, en fait. Donc, tout est vraiment hyper chiadé et c'est vraiment intéressant. Ce qui a évolué sans doute aussi, c'est que lors de la conquête spatiale, ce sont des pilotes d'essai qu'on mettait dans les capsules, et aujourd'hui ce sont des scientifiques. Donc on n'attend pas d'eux les mêmes choses peut-être en termes opérationnels sur un vol comme ça que de la part d'un pilote. C'est pas le même, c'est plus le même rapport, quoi. Beaucoup de choses maintenant sont commandées depuis la Terre, quoi. Le pilote restera toujours des pilotes chevronnés, des pilotes vraiment aguerris et souvent même des pilotes d'essai. Là, la prochaine étape maintenant, une fois qu'ils auront fait le test aussi des systèmes d'évacuation en vol, donc l'équivalent de la tour de secours qui, en fait, ils ont mis des moteurs directement dans la capsule. Enfin bref, une fois qu'ils auront testé ça, la prochaine étape, c'est la première mission habitée. Mais là, ils vont mettre que 2 astronautes dedans. Oui. Et ce sera 2 pilotes d'essai, enfin des vétérans qui, pour l'un des deux, je crois, enfin les deux ont déjà participé au programme de la navette spatiale. Celui qui a été arrêté déjà en 2011. Donc c'est vraiment des vétérans de la génération précédente qui vont tester le truc de fond en comble pour s'assurer qu'ensuite ils peuvent mettre des astronautes un peu moins chevronnés dedans. Mais voilà. Des types qui touchent une grosse pension. Comme ça, si jamais il y a un accident, on fait quand même un petit bénéfice. 4 places, la capsule Crew Dragon. C'est 2 de plus que Soyuz, si je ne dis pas de bêtises, non? Ou c'est 3 Alors, c'est une de plus. Enfin, la capsule en total, elle peut prendre 7 places. Donc, les sièges sont amovibles. On peut enlever. Il y a le siège enfant. On peut enlever des sièges. Mais c'est ça, il y a les sièges d'enfant. Oui, c'est ça. Retourner vers l'arrière, comme sur les Tesla. Oui, c'est ça. Non, on peut mettre 7 sièges au maximum. Là, ici, la configuration classique, c'est 4 sièges, ce qui est 1 de plus que ce qu'on peut mettre dans Soyuz. Je crois que dans Soyuz, on peut en mettre 3, puisqu'à chaque fois qu'ils en ont... Mais 3 cramés, 3 c'est ça, les uns sur les autres. Et avec les boutons... Et ils mangent leurs genoux. Oui, c'est ça. Alors que là, c'est plutôt confort, il y a de la place... On a l'impression qu'on pourrait, je sais pas, se détacher à un moment donné pour se balader un petit peu. Enfin, c'est vraiment... On se demande s'il n'y a pas une machine à café dans un coin, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un baby-foot dans le coin. Bon, il n'y a pas de coin parce que c'est une capsule, mais... Non, c'est assez impressionnant, l'évolution de l'imagerie. Ça fait penser... Là, on est dans les images qu'on a je sais pas, de certains films qui me viennent plus comme ça à l'esprit de manière spontanée, mais c'est blanc, c'est lisse, il n'y a pas un bouton qui dépasse, il n'y a pas un switch. Enfin voilà, c'est assez surprenant, mais c'est plutôt agréable à voir. Ouais. Et alors, tu parlais aussi du fait que le design était prévu aussi pour des gens un peu moins expérimentés. Pour le coup, c'est pas faux parce que dans le briefing post-mission, donc la conférence de presse qu'ils ont fait après, certains ont posé la question à Elon Musk s'il envisageait d'autres clients que la NASA pour cette capsule, et il n'a pas exclu l'idée d'utiliser Crew Dragon pour des missions touristiques, comme ça avait déjà été fait avec Soyuz, mais avec un entraînement conséquent parce que c'est Soyuz. Là, effectivement, ça ouvre des portes aussi au tourisme spatial, au tourisme orbital, donc encore plus haut que ce que permettrait de faire Virgin avec leur véhicule à eux. Donc, non, ce sera intéressant. Pour conclure, là, on enregistre, je le rappelle, le jeudi. Nous sommes le 7 mars. Il est, comme toutes les précisions, 21h09. La mission n'est pas encore totalement réussie. Elle sera réussie quand la capsule reviendra sur Terre et qu'on retrouvera Ripley en bonne forme. J'ai envie de dire. Voilà, ça c'est vraiment la mission sera complète à ce moment-là, parce que l'idée, si c'est pour envoyer des êtres humains, c'est aussi pour pouvoir les ramener à un moment donné, quoi. C'est pas uniquement pour... C'est ça. Donc, prochaine étape demain, donc le 8 mars. Oui, c'est ça, le 8 mars. Vers 13h, des images de la capsule.
Oui, c'est ça. Oui. Désarrimage de la capsule, rentrée atmosphérique, amérissage du coup avec les parachutes. Et récupération de la capsule. Et là, ils vont l'analyser sous toutes les coutures pour vérifier tout ce qui s'est passé. Et normalement, si effectivement le succès est confirmé, pour l'instant, c'est plus ou moins sans faute, en tout cas publiquement. Il y a peut-être des petits trucs qui ont été notés derrière les consoles, mais voilà, toujours est-il que pour l'instant, c'est un sans faute. Si le succès est confirmé, ils espèrent pouvoir faire la mission habitée d'ici l'été. D'accord. Ça va, c'est un délai raisonnable. Juste un mot, parce que là, par contre, j'ai pas suivi. On a récupéré le booster ou pas? Oui. Donc le premier étage a atterri sur le bateau Of Course I Still Love You au large de la Floride. D'accord. Et sans aucun souci, encore une fois, bullseye, ça s'est posé nickel. Ils n'en ont pas parlé. Enfin, ils n'ont pas. D'habitude, ils ont tendance à montrer quand ça marche. Quand ça marche pas, ils le glissent sous le tapis, mais quand ça fonctionne, ils le montrent. Là, je l'ai pas vu. J'ai rien vu. En fait, ce qui a compliqué, ça c'est arrivé déjà quelques fois. Le lancement s'est fait de nuit, en pleine nuit. C'est ça, oui. Donc les images de la récupération n'étaient pas spécialement énormes. On a juste vu en gros la photo quand il est posé sur le bateau, où tout le monde crie de joie et on est content. Mais voilà, c'est pas non plus des images magnifiques, quoi. Ok, bon, on a bien fait le tour de cette question et on en reparlera sans doute lors d'un prochain épisode. Et surtout si, en plus, ça réussit, si le retour réussit ce week-end. Donc, cette fin de semaine pour être précis. Comme Tesla, on va encore parler d'une boîte Elon Musk. Heureusement qu'Elon Musk est là pour alimenter les podcasts high-tech, soyons clairs. Mais là, c'est une annonce un petit peu particulière par rapport à Tesla et à son modèle économique qui évolue manifestement. Oui, c'est ça. Donc le 28 février dernier, Tesla a annoncé la mise en vente de son modèle d'entrée de gamme sur la Model 3. Le modèle a $35 000 de prix de départ, aux États-Unis uniquement. On précise quand même que pour l'Europe, il faudra attendre encore au moins 4 à 6 mois. D'accord. Mais voilà, donc c'était une info attendue. Maintenant, l'info qui a le plus retenu l'attention de beaucoup d'organes de presse, c'était plutôt l'annonce qu'ils ont fait en même temps. C'était que pour arriver à la vente $35 000, donc à baisser les prix, ils ont dû faire certaines concessions, mais le jeu de mots aurait été malvenu, puisque en l'occurrence, la décision a été prise de fermer les concessions. C'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez acheter votre Tesla dans des magasins physiques un peu partout dans le monde. Du coup, vous pouvez la tester aussi. En avance de phase, et là ils ont décidé de passer à un modèle vente tout par internet. Donc ça va leur permettre de fermer les concessions, du coup licencier les vendeurs en concession, de fermer les service centers qui étaient associés aux concessions. Donc il va falloir qu'ils trouvent des alternatives d'ailleurs pour pouvoir faire assurer le support après-vente, on va dire. Parce que ça aussi c'était lié à ça. Et puis pour compenser l'absence de test drive, ils vont assouplir les conditions de remboursement, ce qui fait que en gros quand vous achetez la voiture, vous aurez jusqu'à 1 mois je crois et 1000 miles pour la rendre et bénéficier d'un remboursement complet. Donc voilà, c'est la contrepartie au fait qu'ils la vendront plus que par Internet. Évidemment, c'est ça qui a intéressé principalement la presse, qui s'est focalisée vraiment là-dessus. Et ça, quand bien même l'annonce des $35 000, c'était pas une nouvelle. Enfin, je veux dire, on était au courant depuis le début. Quand ils ont annoncé la Tesla, ils ont même annoncé à ce prix-là, puisque leur objectif, c'était de faire une première voiture grand public. Après avoir fait 2 voitures de luxe, qui étaient la Model S et la Model X, l'objectif, c'était de faire un modèle vraiment grand public, et donc à ces prix-là. Donc on savait très bien que ça allait arriver un jour, et pour autant, vous avez quand même... Alors, le premier truc qui m'a choqué, c'est les propriétaires qui viennent juste d'avoir une Model 3 et qui se sont plaints que cette baisse de prix allait faire diminuer leur valeur à la revente. Je suis désolé, mais c'est pas la même voiture, elle n'a pas les mêmes options, elle n'a pas la même batterie. Enfin, donc non, c'est juste un autre modèle, ça va pas vous toucher votre valeur à la revente. Alors Tesla s'est quand même fendu d'une petite promo en disant allez, si vous voulez faire l'upgrade pour le pilote automatique, c'est pour moi. Mais voilà, je vois vraiment pas l'intérêt. Et alors bien sûr, ceux qui se sont engouffrés dans la brèche comme des vautours, eh ben c'est les short sellers, donc les investisseurs qui parient sur la baisse de l'action Tesla, qui en ont profité pour dire que c'était bien une preuve que de toute façon Tesla était en perte de vitesse, qu'ils étaient obligés de baisser les prix pour
convaincre de nouveaux consommateurs, alors qu'ils viennent à peine de démarrer les ventes en Europe et en Chine, alors que dans le même temps, ils viennent de finir de rembourser un prêt de 920 millions de dollars, alors que dans le même temps, ils vont bientôt annoncer leur nouveau modèle, le modèle Y, qui va venir compléter la gamme. C'est fou parce que, encore une fois, les short-sellers qui font des siennes. Il y a des économistes, des observateurs et des journalistes très sérieux qui annoncent déjà la faillite annoncée de Tesla. C'est assez surprenant, quelque part, parce que bon, encore voilà. Une fois, quand on lit cet article, on voit tout à la fin qu'on nous précise quand même que les analystes qui ont pondu cette prévision, qui parlent de la faillite prochaine de Tesla, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, puisque c'est les short-sellers en chef. Oui. C'est des fonds d'investissement qui sont spécialisés là-dedans et qui font ce genre de prophétie autoréalisatrice, de dire ça va chuter, du coup tout le monde reprend l'info, donc du coup l'action baisse et du coup Tesla n'a pas les moyens de ses ambitions. Enfin voilà, et c'est un serpent qui se mord la queue. Donc moi franchement j'ai hâte que Tesla arrive à trouver une solution pour effectivement repasser en privé, c'est-à-dire racheter ses actions et s'extraire de la logique boursière qui est complètement spéculatoire, court-termiste et foireuse, parce que c'est pas compatible avec leur vision, tout simplement. Donc, Dans le même temps, j'ai vu passer des articles aussi concernant l'aspect écologique des voitures électriques, et en particulier de la Tesla. J'ai un chiffre en tête, mais je peux me tromper. Quelqu'un a annoncé que la Tesla en elle-même, devenait, entre guillemets, verte après 600 000 km. C'est-à-dire que les 600 000 premiers kilomètres, entre guillemets, c'est l'amortissement du coût carbone de la production de la batterie. Ça tient debout ou pas? Je les vois tous les deux, c'est normal. On s'énerve là. C'est notre ami Damien Ernst, le fameux, qui nous a pondu cette analyse. Alors c'est bien qu'il fasse des calculs. Malheureusement, c'est pas de sa faute pour le coup. Je pense que clairement c'est la presse, encore une fois, qui en a profité, qui ont fait des amalgames. Les calculs qu'il a fait, c'était sur base du mix énergétique belge, oui, c'est ça. Donc en tenant compte d'une certaine façon de produire de l'électricité, en tenant compte aussi de certains véhicules qui ne sont pas des Tesla, qui ne sont pas les plus efficaces, etc., et des véhicules plus grand public. Donc il a fait plusieurs calculs sur plusieurs voitures, en tenant compte de l'évolution du mix énergétique. Et donc la presse, évidemment, s'est jetée sur ce chiffre le plus catastrophiste, en disant c'est 600 000 km qu'il faut rouler. Certaines analyses parlent de 50 000 km, des rapports qui remontent même à plusieurs années évoquent ces chiffres-là. Donc c'est difficile d'avoir des chiffres et surtout de les évoquer de manière exhaustive. On peut pas, en plus, on peut pas accuser Damien Ernst d'être de parti pris pour un bord ou un autre. C'est un pragmatique, c'est un ingénieur, et donc voilà, il fait des calculs et il les fait fort bien de manière générale, hein, soyons clairs. Pour ceux qui ne le connaissent pas en France, c'est quelqu'un chez nous en Belgique qui a d'ailleurs une réputation internationale, puisqu'il a eu un prix international il y a pas tellement longtemps pour ses travaux, qui travaille justement sur toutes les questions d'énergie, de transport d'énergie, d'électricité, etc. Et qui a des visions très, très, très avant-gardistes, hein, sur ce que devraient être les réseaux électriques de demain. On parle beaucoup de réseaux internationaux, par exemple, pour partager l'électricité, en produire dans des pays la nuit pendant que d'autres posent la journée. Enfin voilà, je passe les détails. Je serais très heureux d'un jour à accueillir Damien Ernst dans ce podcast, soyons clairs, parce qu'il a plein de choses intéressantes à dire et il les explique fort bien de manière générale. Voilà pour la petite page, sauf que Bruno a envie de rajouter un petit truc, peut-être. Non, c'était juste une précision, effectivement, parce que je me suis intéressé un petit peu plus aux véhicules électriques, encore plus, parce que c'est mon domaine, mais encore plus parce que j'avais besoin de changer de véhicule. Oui, c'est juste. Je roule en électrique depuis 5 ans, en smart électrique, et j'ai dû faire un choix. Et j'ai pris tout en considération. Les Tesla aussi, le Model 3 aussi. Je suis passé sur un autre véhicule. Je ne dirai pas lequel. On fera peut-être un hors-série là-dessus. Pourquoi pas. Mais du coup, effectivement, cette idée d'écologisme des véhicules électriques a été un grand point important dans ma décision. Et j'ai vu beaucoup d'articles, j'ai lu beaucoup de calculs, etc. Effectivement, comment on tourne les chiffres, c'est très important. Mais la plupart des calculs que j'ai trouvés, c'est que tout dépend déjà de la taille de la batterie qu'on va prendre. Parce que quelqu'un qui fait peu de kilomètres n'a aucun intérêt à prendre une batterie de 100 kW parce que ça va, il va pas utiliser ça à chaque fois. Et sur une petite, donc une Tesla qui a une petite batterie ou une voiture qui a encore une plus petite batterie, on va avoir à peu près 2 ans
où l'empreinte carbone va rejoindre l'empreinte carbone d'un véhicule à combustion normale, et après 2 ans, on va de toute façon être bénéficiaire. Sur une Tesla avec une grosse batterie, cette durée-là s'étend à 6 ans. Donc 5, entre 5 et 6 ans, ce qui est normalement la durée d'une Tesla va être au-dessus de ça. Donc effectivement, à tout moment, en achetant de l'électrique, on va être écologique. Point. On en avait parlé d'ailleurs dans un bonus il y a quelques temps. Il y a la seconde vie de cette batterie également, qui peut être, dans le cas de Tesla, recyclée en batterie domestique, hein, pour être rechargée via des panneaux solaires, parce que là, on a besoin de moins de puissance peut-être dans cet usage-là que sur un véhicule. Et donc, sans même parler de recyclage en tant que tel des matériaux, il y a le recyclage de la batterie en elle-même dans un autre contexte, quoi, qui lui donne une durée de vie supplémentaire. Toujours est-il que Tesla doit quand même prouver à un certain moment qu'ils sont à la hauteur, parce que la concurrence arrive à grands coups, avec beaucoup de moyens, parce c'est des grands noms qui sont établis dans l'industrie automobile, et Tesla doit tout prouver et doit tout inventer finalement, où d'autres ont déjà des solutions presque toutes prêtes. Ok, bah ça c'est un truc qu'on suit depuis un moment, hein, dans les technos, et qu'on continuera à suivre, parce que je pense que c'est la révolution technologique qui touche tout le monde aujourd'hui, qui touchera tout le monde demain. Donc voilà, si vous avez des idées à partager sur ce sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, etc. On reste toujours très ouvert à tous les commentaires dans ces cas-là aussi, bien sûr. Alors, on va parler de train maintenant. Parce que pour l'instant, on parle beaucoup des sauts de puce des avions. Vous voyez, pour aller de Bruxelles à Amsterdam et des choses comme ça, où ça coûte un pont de faire décoller des avions, et surtout ça coûte très cher écologiquement en empreinte carbone, alors qu'on pourrait y aller en train. Ici, il s'agit d'un autre train. C'est un train qui va aller de Liège en Belgique, donc un peu au sud en Belgique, à une centaine de kilomètres de Bruxelles, pour aller jusqu'en Chine. Donc là, directement, la carte s'étend. Bruno, c'est Alibaba qui lance ce train. Exactement. Le site de commerce en ligne Alibaba qui s'est fixé comme objectif de livrer en dehors de ses frontières en 72 heures. Donc voilà, pour cela, ils avaient mis en place en fait déjà une ligne aérienne entre Zhengzhou et la Belgique. Donc la Belgique restera, et c'est vraiment le souhait d'Alibaba, la Belgique restera le hub européen pour Alibaba, ce qui est une bonne chose. Mais là, donc, l'idée, c'est de diversifier cette connexion-là en mettant une ligne de train qui va aller plusieurs fois par semaine de Zhengzhou à Liège. Et Liège, où ils veulent donc ouvrir un grand entrepôt, créer des emplois. Donc ça, c'est bon pour les emplois. Donc ils parlent de 3000 emplois à peu près, directs et indirects. Hein. Et pour des marchandises qui ne sont pas aussi prioritaires, qui ne doivent pas être transférées acheminées par avion, et donc ils peuvent prendre le train. C'est plus lent, c'est beaucoup plus économe, mais c'est presque tout aussi rapide aussi si la logistique derrière elle est au point. Donc rien d'électrique, c'est un train tout à fait classique pour le coup, mais c'est juste parce que le commerce électronique, on en consomme tous les jours de plus en plus, et ça c'est très technologique, et beaucoup de nos marchandises qu'on consomme en Europe viennent notamment de Chine et de Alibaba. Donc, et justement, voilà. À ce propos, quand tu dis ça crée des emplois, il faut relativiser quand même un tout petit peu. C'est que si ça en crée dans les entrepôts d'Alibaba, ça peut en faire perdre aussi dans les commerces de proximité existants. Donc il y a une balance à essayer de trouver entre les deux. Donc voilà, le bonheur des uns ne fait pas nécessairement le bonheur des autres. Donc il faut aussi tenir compte de ce paramètre-là, quoi. Ça, tout à fait. Mais après, on n'y échappe pas. Le commerce électronique est là et bien implanté. Donc, c'est aux commerçants physiques à se démarquer un petit peu du commerce électronique. Donc, c'est pas ça le problème. C'est pas ces emplois-là que Alibaba va enlever. C'est vraiment toute la philosophie, tout ce contexte qui doit évoluer finalement, comme notre moyen de transport, mais notre moyen de consommer va devoir évoluer aussi. Mais bon, après, voilà, ça reste une bonne chose, je dirais. Pour la Belgique, certainement. Si c'était ailleurs, ça aurait été ailleurs. Mais là, du coup, pour Liège, les Liégeois, ça sera bien. On va peut-être leur envoyer quelques gaufres
Oh. Par exemple. Oui. T'avais un truc à rajouter, Sébastien, sur ce sujet ou pas non plus ou pas? Non, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que l'alternative, finalement, c'est le bateau. C'est aujourd'hui ça qu'ils utilisent principalement pour ce genre de long trajet. Et ça prend des plombes. Donc, le train, pour être plus écologique que à la fois le bateau et l'avion, tout en étant plus court que le bateau, ben, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On va voir ce que ça Faut donne. juste pas il faut pas juste pas faire les retours gratuits comme certains sites d'e-commerce de vêtements par exemple, parce que c'est encore une news qui est parue cette semaine, c'est assez incroyable, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une véritable dérive dans le sens où les gens commandent 4 modèles d'un vêtement par exemple, les essayent et puis ils gardent celui qu'ils veulent, puisque le retour est de toute façon gratuit. Pas de souci, on renvoie le reste. Mais du coup, ça double les transports. Pour un truc vendu, il y a 2 transports, un à l'aller et un au retour. Donc il y a un coût écologique là aussi. Il y a un coût tout court. Et il y a de véritables engorgements, entre guillemets, de transporteurs. Ça leur fait leur affaire, évidemment, parce que plus on transporte de trucs, plus ils gagnent leur vie. Mais en même temps, c'est juste complètement absurde. Et donc, il y a des organismes, des associations qui demandent à ce que ce retour gratuit soit supprimé, qu'il y ait un petit coût quand même, pour éviter justement qu'il y ait des excès de ce type-là pour justement calmer un petit peu le jeu, quoi. Voilà. Ouais, mais ça, les plateformes de vente vont jamais vouloir, puisque c'est comme ça qu'ils convainquent les gens d'acheter quand même s'ils peuvent pas essayer. Donc, surtout quand il y a des questions de taille, tu vois, voilà. c'est leur principal argument. Si encore il y avait s'il y avait des systèmes de taille standardisés et tout ça, mais on sait tous comment ça fonctionne. Chaque magasin a ses propres systèmes de taille, chaque marque a ses propres systèmes de taille. Donc moi, j'avoue, j'ai déjà utilisé ce système parce que des fois, je vois la fringue, je vois absolument pas la taille que je dois prendre. Donc, oui, c'est ça. Et c'est pas, en plus, c'est pas super bien documenté souvent, parce que on pourrait nous parler de centimètres et faire un rapport, tu vois. C'est quoi un L? Ben, c'est autant de centimètres. Certains sites le font très bien, d'autres c'est un petit peu plus hasardeux. Et puis il y a, bon, bien sûr, toutes les différences de taille entre les pays, etc. Enfin, voilà, tout ça. J'imagine que vous vivez ça tout aussi mal que nous, donc voilà. Fin de la parenthèse, hop, on la referme, on peut passer à l'étape suivante. On en est à la lettre V comme VR, avec l'ouverture d'un parc d'attractions. Un parc d'attractions VR qui est en Belgique, c'est le plus grand parc d'attractions, paraît-il. Qui en parle? Oui, alors le plus grand, c'est moi. Donc c'est le plus grand parc d'attractions en Europe, a priori, qui a ouvert donc lundi dernier à Moucron, en Belgique. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour nos amis français, Moucron, ça se trouve de l'autre côté de la frontière française, en face de Roubaix-Tourcoing. Oui, c'est ça. C'est dans ce coin-là. Et effectivement, donc ça s'appelle Virtual Park. Et ce sera le plus grand centre parc d'attractions VR en Europe, avec la bagatelle de 4000 m², dédié aux jeux en réalité virtuelle et réalité augmentée, avec aussi évidemment un restaurant, des bureaux, des choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment un gros machin. À titre de comparaison, je suis allé voir la surface du coup, parce que l'été dernier, j'ai eu la chance d'être à Séoul et d'avoir pu essayer un complexe qui s'appelle le VR Square, qui est tout un bâtiment 5 étages dédié à la VR. Et j'ai été surpris de voir que ça n'était que 1700 m². Donc là, on parle de plus du double. Ouais. Ça va être assez intéressant à voir. Ils auront même un espace dédié à un jeu en motion capture. Donc, comme ça existe déjà pour ceux qui ont testé le Terra Game Center à Namur, ils ont aussi un truc comme ça. C'est une espèce de salle où en fait vous avez un environnement physique qui est mappé dans le jeu en 3D, et donc vous vous déplacez, vous touchez des obstacles, il y a des fenêtres, il y a des ventilateurs, des choses comme ça, pour renforcer les effets, les sensations. Et vos mouvements, y compris les mouvements de vos articulations, sont captés en 3D et donc sont retransmis dans le jeu, et c'est particulièrement fun à jouer. Donc voilà. Là, pour le coup, ce sera tout un espace qui sera dédié à ça dans le Virtual Park. Ceci dit, on parle de virtuel, et on se demande pourquoi faut-il autant de surface pour pour jouer virtuellement, parce que finalement, on pourrait très bien jouer de manière très statique. C'est particulier. Il y a des jeux qui se prêtent plus, ou alors ce sont différents espaces qui sont dédiés à différents types de jeux. Comment ça se passe? C'est ça.
Donc il y aura différents espaces dédiés à différents types de jeux. Il y a cet espace arène dans lequel effectivement on va pouvoir, ça va être mappé sur un environnement physique, donc effectivement ça va demander plus de place. Vous aurez aussi des environnements plus individuels avec des espèces de cabines. Donc là effectivement le joueur ne se déplace pas et donc le déplacement ne se fait que dans l'environnement réel. Et vous aurez aussi des espaces de simulation, des choses comme ça. Mais au final, la capacité du Virtual Park sera de à peu près 300 visiteurs par jour. Et ils visent 65 000 visiteurs par an la première année, ce qui devrait leur permettre de rentrer dans leurs frais en à peu près 2 ans. Ça, c'est les prévisions, évidemment. Mais c'est particulièrement intéressant, d'autant que l'endroit n'est pas anodin. Enfin, Roubaix-Tourcoing, c'est déjà une zone assez active, on va dire. Donc, toute cette zone-là est déjà bien connue. En plus de ça, j'ai vérifié, ils sont à 10 minutes en voiture d'un autre centre avec aussi un concept assez dingue. C'est le Battle Kart, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est cette espèce de Mario Kart reporté en réalité augmentée qui est juste terrible. Enfin, j'ai testé ce truc-là avec des potes et c'est à mourir de rire. C'est super fun. Donc, pour le coup, je vous dis, les deux sont à 10 minutes en voiture. Donc, si vous voulez faire une petite journée geek avec des copains, vous savez quoi faire. Vous faites les deux dans la même journée. C'est vraiment génial. Et donc là, je suis impatient de voir quand même ce que ça va donner. C'est plutôt bien installé. Et après, bon, voilà, évidemment, ils vont peut-être pas exploiter tout leur espace pour l'instant. Sur le site web du truc, on voit qu'il y a encore quelques attractions qui sont coming soon. Mais toujours est-il que c'est prometteur, quoi. Et c'est bien que ça s'installe aussi pas que dans des grandes villes. Oui, c'est ça. Et là, en l'occurrence, c'est bien choisi parce que c'est en Belgique, mais c'est frontalier. Donc, nos amis français pourront s'y rendre sans grande difficulté. C'est pas très loin de Lille non plus, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a moyen de faire des correspondances qui sont tout à fait à portée de train, j'ai envie de dire, une fois de plus. On va déjà tout doucement toucher à la fin. Oui, parce que c'est la lettre W comme le oui mais non, une tradition presque, il n'y en a pas toujours, mais souvent on termine avec une news qui sort un peu de l'ordinaire et on se dit, bah oui, quoi et après, c'est quoi cette histoire c'est Bruno qui nous rapporte cette news qui est un échec, soyons clairs, un échec technologique, d'un objet dont on avait parlé d'ailleurs, je pense, dans une news, dans un épisode précédent, il y a déjà quelques temps maintenant. Tout à fait. C'était la société Meizu qui avait lancé une campagne participative pour un smartphone qui n'avait pas d'ouverture. Donc, la seule ouverture qu'avait l'appareil, c'était pour l'appareil photo. Oui. Pas d'ouverture pour la SIM card, pas d'ouverture pour port jack forcément, recharge sans fil. Donc voilà. Il y avait deux concurrents sur ce genre de projet, c'était Meizu et Vivo. Vivo qui est une grande marque, Meizu qui est vraiment un inconnu du coup. Et ils avaient annoncé leur téléphone avant Vivo, quelques heures avant Vivo. Parce que je pense qu'il y a eu un peu d'espionnage à ce niveau-là. Et ils se sont dit, voilà, on va mettre la campagne sur Indiegogo et on va financer ça et ça va marcher, ça va cartonner. C'est un nouveau concept, les gens vont vouloir acheter ça. Pour la bagatelle de 1148 €, c'est pas cher. Donc ça va aller, on va y aller. Ils voulaient avoir 100 000 $, ce qui n'est pas grand-chose. Donc c'est à peu près une centaine d'adhérents, la campagne a été clôturée avec 29 personnes qui ont voulu financer le projet. Donc, ça ne sera pas fait. C'est pas grave, parce qu'ils disent, de toute façon, nous, on ne voulait pas le produire, parce que c'était juste un concept et on s'amusait un petit peu. Alors maintenant, c'est très simple de dire ça, après coup. S'ils avaient du succès, ils auraient dit le contraire. Mais bon, voilà, les gens sont quand même pas si dupes que ça. Un projet comme ça venant d'une société qui... Alors Meizu, pour ta gouverne, je me rappelle de Meizu, il y a plus d'une dizaine d'années, ils fabriquaient des baladeurs MP3. Oui. Voilà, c'est un fabricant chinois quelconque qui a voulu faire le buzz. Ils ont bien arrosé le marché parce qu'ils n'étaient pas très très chers, fonctionnaient pas
très bien ou pas trop mal. Enfin, c'était juste, ça fonctionnait juste ce qu'il fallait et c'était un parfait cadeau d'entreprise aussi parce qu'il y avait moyen de les imprimer, les faire imprimer avec un logo et des machins comme ça dessus. Donc voilà, ce genre de produit pour être précis sur le type de produit proposé par Meizu. Donc, en gros, de nos jours, il est très simple de créer des prototypes, d'essayer d'impliquer le plus de monde possible. Ça peut souvent, et ça se casse souvent, la binette. Kickstarter en épreuve, plein de projets que nous tous suivons et après on est déçus que ça soit pas fait. Il y a des arnaques au niveau du financement, etc. Donc, voilà, il ne faut pas tout financer, tout croire, il faut être un smartphone sans orifice. Voilà. Mais surtout qu'à un moment donné, il faut bien mettre un micro et un haut-parleur quelque part. Hein, ben oui, c'est ça. Et puis il y en a des orifices de toute façon. Voilà, c'était vraiment, c'était pour se démarquer un petit peu, mais sans grande avancée technologique, quoi. En même temps, si les avancées technologiques en la matière, pour l'instant, ce n'est que l'écran pliable, on n'a pas gagné, quoi. Voilà. Tout le monde s'excite autour de ça, mais je vois la presse s'exciter autour de l'écran pliable, et quand je pose la question à des collègues ou à des journalistes, et ça sert à quoi? Ils savent pas me répondre. Donc voilà, ici c'est un petit peu la même chose, un appareil sans orifice, ça sert à quoi? C'est waterproof. Pour l'instant, voilà, oui. Ok, bon, voilà pour conclure donc ce 204e épisode des Technos. N'hésitez pas à le commenter comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut sur YouTube ou des étoiles sur les plateformes de podcast habituelles, bien entendu. Abonnez-vous, c'est peut-être mieux, ou dites à vos amis de s'abonner, parce que si ce sont des amis, ils méritent eux aussi sans doute d'écouter les mêmes choses que vous. Merci en tout cas à Sébastien, pour lui c'était la pleine nuit à Taipei. Si je ne dis pas de bêtises, il va pouvoir aller se recoucher. Ici au Luxembourg et en Belgique, ça va, on a encore un peu le temps. Il n'y a pas trop de décalage encore. Merci à tous les deux, on se retrouve très bientôt évidemment. Passez une très très bonne semaine, à bientôt, salut.